Bienvenue sur La Romance c'est gnangnan, le podcast des lecteurs de romances et autres amateurs d'histoires d'amour. Je suis Swolène, lectrice et animatrice du podcast. Vous est-il déjà arrivé de rencontrer une personne et de sentir une forme de reconnaissance, une certaine familiarité avant même de réellement apprendre à la connaître ? Certains parlent de coup de foudre, d'autres d'intuition. La romance contemporaine Last Promise de Cia Raven se développe autour de ces rencontres extraordinaires, qu'elles soient amoureuses ou amicales, qui peuvent marquer une vie. Préparez-vous un cocktail fruité, installez-vous confortablement dans votre fauteuil de lecture et détendez-vous. Je m'occupe de vos oreilles. Si vous aimez le podcast La Romance c'est gnangnan, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode ou lui attribuer des étoiles sur Apple Podcasts. Bonjour et bienvenue sur le podcast Cia Raven. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Avec un grand plaisir, c'était un premier exercice pour moi et bon, j'emmène pas trop large quand même. Alors, je peux vous dire, chers auditeurs, que cette interview n'était pas vraiment prévue. Je préfère en général avoir lu plusieurs romans d'un auteur avant de l'inviter sur le podcast. Mais cette fois-ci, je n'ai lu qu'un seul roman de Cia Raven et pour cause, il s'agit de son premier roman publié. Pour autant, au fil de ma lecture, je me suis dit, Cia, que tu n'étais pas débutante en écriture, tes personnages sont bien campés, les dialogues sont percutants. Alors je me suis dit que tu n'avais peut-être pas un parcours classique derrière toi, mais un beau parcours tout de même. Alors mon parcours d'auteur, c'est mon tout premier livre, je n'avais jamais écrit avant. La seule chose, c'est que depuis 4 ans, j'ai rencontré une auteure et je suis devenue sa bêta. Donc, à force de lire ses chapitres, de brainstorming, à une époque, j'étais lectrice VIP chez Addictive, donc voilà. J'ai appris à décortiquer les manuscrits, à chercher les incohérences, je pense que ça a été une bonne école. Et puis un jour, je me suis lancée. Ah, donc c'est intéressant ce parcours. Oui, tu as appris sur le tas en démarrant comme bêta. C'est ça. C'est ça, et je continue. On est un petit groupe d'auteurs. Enfin, elles sont un petit groupe d'auteurs. Moi, j'ai encore beaucoup de mal à m'identifier. Je les lis en bêta et moi, j'adore ça. Et lectrice VIP chez Addictive, ça consiste en quoi ? Ça consistait à recevoir avant la sortie le livre, d'en faire un retour sur Amazon et sur Google Livres, je crois. Parfois, quand il y avait un petit souci dans le manuscrit, une incohérence, tout ça, il faut le remonter. Mais généralement, il y avait une ligne éditoriale très stricte chez Addictive, donc c'était très rare. Mais ouais, c'est vraiment un très bon exercice aussi, ça. Mais bon, j'ai arrêté parce que je n'ai plus le temps du tout. Oui, parce que tu travailles à côté. C'est ça. Je travaille à côté, j'ai des horaires de magasin, donc c'est 9h, 19h, si c'est pas 20h. Donc je rentre à la maison, il est 20h, 21h30, et après, c'est difficile de tout faire. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire suite à ce parcours de bêta lectrice ? À un moment de ma vie, j'ai eu un gros souci et dans la journée, il fallait que je sois forte et le soir, j'avais beaucoup de mal et à ce moment-là, une amie auteure m'a dit: «Mais écris, parce que je perds des pieds» et j'avais besoin justement d'un exutoire et puis j'ai trouvé l'écriture et je me suis lancée. Alors comme je vivais des moments qui n'étaient pas terribles du tout, j'ai voulu partir sur ces moments qui sont sombres pour faire valser les sentiments ensuite et pour qu'il y ait une résilience, qu'il y ait de l'amour, de l'espoir, beaucoup de choses. Je voulais partir de choses un peu négatives pour arriver vraiment à la lumière, ce que j'espérais pour moi également d'ailleurs. Donc on peut dire que l'écriture a eu un rôle cathartique. Ça me fait penser aussi à l'intervention de Laura-Lynne Bradern dans l'épisode 8 du podcast, qui écrivait depuis longtemps et qui a fait aboutir ses manuscrits et dans un rôle cathartique. Mais c'est ça, ça a été mon médicament, mon antidépresseur. Quand le soir venait et que je pouvais lâcher un peu la maîtrise de moi-même ou au lieu de sombrer, j'allumais mon PC et j'écrivais.
Et avant cela, ça t'arrivait d'écrire un petit peu depuis la jeunesse, par exemple, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'auteurs qui disent écrire depuis toujours, quoi. Écrire, non, parce que enfin, j'aimais bien, comme la plupart, les rédactions, tout ça. J'étais quand même, j'avais Mm. des bons retours auprès des profs, mais je lisais énormément. J'ai toujours lu, je suis une boulimique, dans la lecture, dès que j'ai pu m'acheter comment dire? Une liseuse, c'est devenu dramatique parce que bon là, au niveau des achats, ça a été insupportable et ma bibliothèque papier plus ma bibliothèque, numérique, ça devenait ça me Oui. prenait tout mon temps libre en plus. Donc oui, j'adore les mots, j'adore les phrases, j'adore les personnages, j'aime ce qu'on en fait, j'aime pouvoir, retourner une situation, ce que dans la vie on peut pas faire, hein, là on maîtrise un petit peu le destin quoi et c'est pas mal. Tu as écrit ce roman et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de le proposer à un éditeur? Comment ça s'est passé? Alors, lorsque j'ai eu terminé, je l'ai fait lire à quelques personnes, c'est-à-dire 3 personnes qui ne sont absolument pas dans le cercle, enfin ce sont des amis réels et Facebook, hein, mais qui vont pas sur les groupes de romance, tout Ouais. ça. Elles ont des lectures un peu plus, enfin autres. Mm. Et 3 autres personnes qui sont à fond dans la romance, tout ça. Le résultat, c'est que ces 6 personnes m'ont dit faut le proposer. Donc je l'ai proposé, j'ai eu un refus pour Last Promise. Ensuite, je l'ai proposé chez Juno parce que on m'avait dit: «Tu le balances à pas mal de maisons d'édition», mais bon, moi je suis lente, hein, donc je fais une à la fois, donc le temps passe et après je l'ai passé, chez Juno et j'y pensais plus, en fait. Enfin, j'y pensais plus. La vie m'a rattrapée, je surveillais pas ma boîte mail et il a été accepté. Il a été accepté, du coup, bon, j'ai dit: «Je vais en passer un deuxième que j'avais envoyé, chez Addictive et chez Juno». Mm. Le deuxième, Juno a accepté tout de suite le deuxième, qui va sortir en septembre, et Addictive aussi. Mais comme Juno m'avait dit oui pour le premier et que pour le second, bah, je me suis dit je reste avec Juno. Je sais pas si c'est dû à l'âge, mais bon, je suis assez fidèle. Et puis les rapports que j'ai eus avec la maison d'édition, c'était très bien. Ça m'a convenu. Ils prennent les choses en main parce que j'ai pas le temps et très sympathique. Je me suis sentie épaulée. Franchement, j'avais plus cette petite peur vis-à-vis de l'âge parce que bon, j'ai au-dessus de 50 ans, donc j'avais un petit peu peur du regard des autres, tout ça. Alors Valérie Tchégino, elle m'a totalement rassurée. Jade aussi, donc franchement, j'y suis bien. Oui, c'est vrai que c'est le retour qu'on a à chaque fois des auteurs, c'est le besoin de créer une relation de confiance avec l'éditeur avant tout. Ben, on leur confie quand même quelque chose, même si c'est une histoire, si on l'a créée de toutes pièces, c'est quand même un peu de soi. On aime bien prendre soin de soi. Je pense qu'on veut aussi qu'on prenne soin de ce qu'on a créé, hein. C'est un peu nos Mm. enfants. Oui, je pense que ça a été une grande part de ma décision pour Julie. Pour en savoir un peu plus sur tes goûts, je te propose de jouer au Gnangnan Quiz. Je te donne 2 propositions et tu Oui, choisis l'une ou l'autre très vite, sans réfléchir. d'accord. T'es prête? Oui, Tarte au maroilles ou maroilles trempées dans le café? Carton Maroilles. Pour lire, romance ou autre? Romance. Romance, doudou ou torturé? Torturé. Sur la plage, lecture dans le sable ou sur un transat? Dans le sable. Pour écrire, un roman à la fois ou 3 en même temps? Un à la fois. Mal alpha ou héroïne badass? Euh, Mal alpha. Pour écrire, sur un bureau ou sur le canapé? Sur le canapé. J'ai parlé de Maroilles puisqu'apparemment tu es du Nord. C'est ça. J'habite près de Lille, enfin plus près de Valenciennes. Sinon, je suis native de Calais. Enfin, c'est toujours dans les Hauts-de-France, hein. Et donc tu trempes pas ton Maroilles dans le café le matin? Non, 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 non. Alors, je pense que c'est quand même une génération un peu plus vieille qui font ça. Mais après, pourquoi pas, hein, Last Promise, c'est l'histoire de Fleur qui travaille pour un cabinet renommé d'architecture à Paris. Elle s'épanouit dans son travail,
Seule ombre au tableau, son patron. Roman est accro à son job et à son entreprise. Il ne décroche jamais et a de hautes exigences envers ses collaborateurs. Leur binôme de travail fonctionne aussi bien que leur capacité à se chamailler. Jusqu'au jour où leur tempérament impétueux les emmène plus loin que prévu sur le terrain de la vie privée. Nous allons parler de tes inspirations pour tes personnages puisque je pressens qu'il y a beaucoup à en dire. Roman m'a fait penser à Christian Grey de 50 nuances de Grey, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Lorsqu'il veut quelque chose, Roman, il débarque comme un bulldozer et mettra tout en œuvre pour arriver à ses fins. On le comprend à sa manière de gérer son entreprise, sa manière de se comporter avec ses collaborateurs, et enfin lorsqu'il décide que Fleur a besoin d'un protecteur. Est-ce que tu prends ta source d'inspiration d'un Christian Grey ou bien juste d'un mâle alpha? Alors, oui, d'un mâle alpha. Christian Grey, non, je pense pas. Moi, je voulais qu'il ait forgé son caractère à cause de son passé. C'est-à-dire que vu qu'il a manqué, vu qu'il a eu peur, il a décidé que il allait se focaliser essentiellement sur son entreprise. Son entreprise, c'est son noyau, son mur, sa protection, c'est quelque chose que il peut maîtriser. Il va écarter tout ce qui pourrait nuire à sa société. C'est pour ça qu'il est si fermé, il est chiant, hein, faut le dire, hein, à un moment, il est quand même relativement imbuvable. Mais pour lui, c'est la chose qui peut le protéger. Je pense que c'est une protection. J'ai essayé de le faire comme ça, en fait. C'était son armure, c'est ce qu'il a bâti autour de lui et il peut le maîtriser. Il a eu une enfance un peu difficile et c'est vrai qu'il s'appuie sur ça pour sortir la tête de l'eau et dire en gros plus jamais, quoi. C'est ça. Plus jamais de problème d'argent pour lui, pour son père, etc. Même au niveau relationnel, à part son meilleur ami, il prend de la distance avec son père. Donc tout ce qui peut l'atteindre, il va le mettre en dehors. Il veut vraiment plus avoir de peine, de chagrin. Lui, c'est son entreprise, ce sont ses murs. Et j'ai fait ça un peu comme une armure. J'ai voulu le faire passer comme ça parce que je le ressentais comme ça. Pour Fleur, tu ne tires pas ton inspiration de 50 nuances de Grey, hein, si je continue avec cette comparaison-là. Ouais. Elle a un profond respect pour Roman au niveau professionnel, mais elle le trouve insupportable. D'ailleurs, sur son smartphone, elle l'a surnommé Satanas. C'est une jeune femme qui sait ce qu'elle veut, elle planifie son avenir et met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. En fait, je trouve qu'elle ressemble un petit peu à Roman. Elle est vraiment à sa mesure. C'est un personnage qui est assez fort pour le maîtriser. C'est exactement ça. Il fallait je voulais pas du noix blanche parce que bon, dans les romances où lui est fort et elle, c'est la petite chose fragile, j'ai beaucoup de mal. Parce que je trouve qu'on a quand même, nous les femmes, on a quand même des caractères bien trempés. On peut surmonter énormément de choses. On peut vivre énormément de choses et on arrive à faire la part des choses et quoi qu'il arrive, on avance. C'est ce que je voulais pour Fleur, malgré sa situation, malgré son passé, ce qu'elle vit. Je voulais la faire courageuse, une très bonne professionnelle, mais qui pouvait tenir tête à son patron parce que elle n'acceptera pas tout. Donc elle a le pouvoir de dire non aussi dans la folie professionnelle de Roman. Oui, et je suis assez d'accord avec toi. Il y a 10, 20 ans, ça passait encore d'avoir comme ça ce personnage alpha qui a vraiment le dessus et la nana qui apprend la vie à ses côtés. Ça passait encore il y a quelques années, mais aujourd'hui, je pense que c'est plus d'actualité. Et finalement, ce que je trouve intéressant dans cette dynamique-là, c'est que ce héros alpha, il prend vraiment toute son essence lorsqu'il se trouve face à cette femme forte et indépendante. Là, le duo devient vraiment intéressant. Mais je pense qu'ils sont complémentaires. C'est le reflet de chacun, en fait. Je voulais pas en faire une badass, imbuvable, parce que ça, je supporte pas non plus. Mais je pense que c'est le recto et verso, et en fait, quand ils vont s'ouvrir tous les deux, ils vont se retrouver face à face. C'est les deux mêmes personnages, avec presque une similitude dans leur histoire, mais avec des réactions totalement différentes.
c'était pour montrer aussi que la différence de comment on réagit dans la vie, quoi. Certains vont se laisser anéantir et d'autres ils vont pousser, ils vont s'élever. Et ça, je voulais le montrer que malgré les aléas de la vie, on avance et ces deux-là, ils ont été diamétralement opposés dans leur façon de faire, mais finalement, quand ils sont face à face, ils ont le même problème, avec le même sentiment. Dans ce roman, nous avons donc une histoire d'amour qui se développe entre Fleur et Romane, mais nous avons aussi un troisième personnage important. Il y a finalement 3 personnages principaux pour 3 chemins qui se croisent à un moment donné. Et ce troisième personnage, c'est un petit garçon, Corentin, qui a eu un début de vie difficile. C'est un enfant de la DAS, né avec des troubles liés à la prise de drogue in utero. D'où vient ce personnage? Parce que moi, il m'a bluffé, il m'a touché. En fait, il m'a donné vraiment l'impression, tu l'as tellement bien pensé et écrit, qu'il m'a donné l'impression que c'était un personnage qui pouvait te toucher de près. Alors, c'est un petit garçon que je suis depuis ses 3 ans, qui s'appelle pas Corentin, mais qui a le même parcours. C'est un petit garçon qui a baigné dans l'héroïne placentaire, qui a dû être mis sur j'ai du mal avec Corentin parce que c'est vraiment mon petit lutin, c'est vraiment quelqu'un que j'adore, hein, on s'aime beaucoup et c'est un enfant qui est né et qui était en manque de drogue dès sa naissance. Donc il a un parcours très difficile. Par contre, ce gamin a une résilience, il a un courage phénoménal et il aime la vie. C'est un enfant qui aime la vie. D'abord, quand vous pouvez lui parler, il trouve les gens beaux, il trouve que la lumière elle éclaire plus aujourd'hui. C'est dingue cet enfant. Cet enfant, c'est je vois régulièrement quand il doit changer ses lunettes, tout ça, et c'est vrai qu'on a développé, on s'aime bien, voilà. Et c'est un petit garçon qui a grandi maintenant, qui est placé et qui s'en sort admirablement bien. Et donc, tu as voulu lui rendre hommage et C'est lui ça. écrire son happy end. C'est ça. Il l'aura, hein, son happy end. Plus quand il était petit, il était tout frêle, enfin bref, il est trop mignon. C'est un petit garçon adorable. Je parlais de reconnaissance entre 2 personnes dans l'introduction de cet épisode. C'est ce que l'on retrouve entre Fleur et Corentin. Il y a un effet miroir entre ces 2 personnages concernant leur enfance et il en résulte une reconnaissance entre eux. C'est ça. J'ai voulu faire que leur manque, en fait, c'est leurs manques qui vont les réunir. Et ce sera pareil avec Romane. C'est exactement ça, hein. Leur fil conducteur à tous les 3, c'est le manque d'une famille et le manque d'amour. Et chacun l'a vécu à sa façon, mais c'est ce manque-là qui va les réunir et fonder cette famille sur la base de on s'est choisi et on s'est bien choisi. Tu as choisi d'écrire un chapitre du point de vue de Corentin parce que c'est une scène qui est cruciale dans sa vie. C'est une très jolie scène, forte en émotion. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de l'écrire de son point de vue. Je pense que c'était la meilleure façon de faire ressentir ses sentiments. Quand il est trop petit, donc il y a des choses qu'il peut pas faire. Il se sent impuissant alors qu'il a la volonté de le faire, mais il peut pas le faire parce qu'il sait pas. Je me suis mise à sa place. Je me dis, si j'étais un enfant, qu'il m'arrivait quelque chose, qu'est-ce que je fais, quoi? Je crois qu'on n'y pense jamais. Oui, je voulais franchement qu'il ait son petit chapitre. À présent, je vais vous lire un extrait du roman Last Promise dans lequel vous pourrez rencontrer ces 3 personnages principaux. En
m'apprêtant à sonner, je sursaute lorsque la porte s'ouvre à toute volée sur un petit garçon, brun, lunettes sur le bout du nez. Il me toise l'air hautain. « T'es qui, toi ?»« Je suis Roman Tomzik, et je viens juste chercher Fleur Dumont. Et vous, vous êtes ?» Alors là, Roman, bravo. Une présentation bien coincée, c'est parfait dans le genre vieux con prétentieux. Tu as en face de toi un gosse, et tu te la joues genre gros mal dominant, lourdingue et pathétique. « Je suis son mec », assène-t-il en croisant ses bras sur son torse frêle. Soit je ris et je le vexe, soit je la joue sérieux, et là c'est moi qui ai l'air d'un con. « Bien, enchanté, le mec de mademoiselle Dumont. Pouvez-vous l'avertir que je suis là ?»« Ouais, entre, tu veux une dosette ?» Je réfléchis très vite. « Oui, dosette de café. »« Avec plaisir, jeune homme, » acceptai-je avec cérémonie en m'asseyant au bar de la cuisine. « Bah, tu peux m'appeler Corentin ?» Je l'observe alors qu'il s'affaire devant la machine, prend un tabouret pour accéder au placard. Je n'arrive pas à cibler son âge. Il n'est pas très grand, menu, sans doute 7 ou 8 ans. Il dépose un café devant moi, puis recharge la machine avec une capsule de thé, sur laquelle il place un mug tagué « Ton boss te fait peur, imagine-le en slip ». Il se dirige vers les escaliers et hurle. « Pétunia, ta dose de thé est prête, y a plus qu'à. Je me casse en cours. » Une voix au perché lui répond. « Ok, passe une bonne journée mon coco, je t'aime, à ce soir. Je me dépêche, Satanas va arriver. » Il vient vers moi en me tendant la main et hausse ses épaules avec un petit sourire en coin. « Que veux-tu, elle-même ?» m'assure-t-il avec un soupir. « Bonne journée, Satanas. » Donc je suis Satanas. Il s'agit d'une romance feel-good, c'est-à-dire que l'on retrouve tous les codes de la romance avec l'usage de tropes qui fonctionnent bien, enemies to lovers, romance au bureau. Et le feel-good signifie que l'on ne va pas se retrouver face à de grands retournements de situation. Il y a une intrigue et des péripéties, bien entendu, mais on reste sur des thèmes doux et chaleureux. On a un effet cocooning du début à la fin du roman. Les personnages ont vécu des épreuves, mais on n'entre pas dans le pathos. On est plus centré sur les personnages, leur évolution, la formation de leur couple, plutôt que sur des péripéties extérieures. C'est un choix, ça aussi, volontaire de ta part ? Oui, parce que je partais du principe que ils ont eu une enfance merdique et je voulais prendre le livre au moment où ils allaient s'en sortir émotionnellement et je voulais pas revenir trop dans le passé. Je voulais pas qu'ils souffrent outre mesure parce que j'avais estimé que leur passé était déjà bien solide et comme je disais, je voulais les pousser graduellement vers la lumière, vers réapprendre à s'aimer, réapprendre à se comprendre. C'est ce que je voulais faire. C'est intentionnel de ma part. Je voulais pas faire de rebondissement où elle fait la tête et qu'il lui faut 3 semaines avant de s'apercevoir qu'il lui manque. Ça, je voulais pas. Je voulais pas parce que bon, déjà, je trouve que c'est récurrent dans la romance et même dans mes prochains livres, hein, ça se fera pas parce que c'est pas la reconquête pour moi, bon, ça me saoule en fait. Donc, je pense que dans la vie c'est pas comme ça. Et dans la romance, même si c'est romancé, faut quand même garder une part de réalité. Et puis, je partais du postulat qu'ils avaient déjà bien morflé quand ils étaient jeunes. Donc, je voulais vraiment que c'était une initiation au sentiment en fait. Au-delà de la romance, nous avons plusieurs thèmes de fond dans ce roman. Je pense par exemple à la parentalité. Tu étudies le rôle de parent, qu'il y ait un lien de sang ou un lien de cœur. Nous avons des personnages qui ne tiennent pas leur rôle de parent, d'autres qui agissent comme des parents. Je pense notamment à Fleur qui a été élevée par son oncle. Celui-ci n'est d'ailleurs plus là au moment du roman, mais il est très présent à travers les souvenirs de Fleur. C'est ça. Fleur, elle a eu un exemple d'amour égoïste, c'est-à-dire que un jour on l'a déposée chez son oncle et on s'est pas retourné. Elle a découvert la famille, l'amour parental grâce à son oncle. Elle est née à l'instant où on lui a dit tu vivras chez Charlie et pour elle ça a été une seconde naissance.
Ça te tenait à cœur de parler de voir la parentalité? Oui, parce que bon, je suis dans le commerce, donc je parle beaucoup avec les gens. Je vois des mamans divorcées dont le papa a divorcé des enfants aussi. Moi, ça a été mon cas. Des fois, le lien du sang, c'est sûr que pour certains, ça n'a pas d'importance. Alors, je voulais démontrer que malgré les liens du sang, on peut très bien se passer des fois de des personnes qui peuvent être notre père ou notre mère, quoi. Moi, je le vis pas parce que j'ai des parents exceptionnels, tout plein d'amour. Moi, j'ai une couette d'amour avec mes parents. Mmh. Mais j'ai vu autour de moi des gens qui se retournent pas sur leurs enfants, qui Mmh. ils les mettent au monde, ils les élèvent, l'enfant grandit et après c'est tout, quoi. Mmh. Donc ça me choque parce que moi j'ai 2 grands enfants et je suis sûrement très chiante, hein, mais j'ai besoin de les savoir bien, j'ai besoin de les voir. Mon rôle de maman ne s'arrête pas avec les années qui prennent, hein, je suis toujours aussi présente et j'essaie de l'être. Je voulais un peu me démontrer comment on pouvait tenir son rôle de parent. C'est un roman parfait pour l'été, une lecture légère dans le sens où le contexte est facile à s'approprier. Il y a beaucoup d'humour, les personnages sont bien travaillés. On a tout de même des thématiques de fond qui font réfléchir, je trouve. On vient de parler de la parentalité. J'ai vu un autre sujet que j'ai trouvé récurrent, c'est celui des rencontres. Il y a des personnes que l'on rencontre et que l'on apprend à connaître avec le temps, et plus rarement on rencontre une personne et on a déjà l'impression de la connaître ou d'avoir un lien avec. Je vais prendre l'exemple dans le roman de l'attraction entre Roman et Fleur, qui n'est pas arrivée progressivement, même s'ils l'ont nié durant un moment. Et de la même manière, avec Corentin, il est arrivé comme une évidence dans la vie de Fleur. C'est ça. Romane, dès la première rencontre avec Fleur, quand elle s'est présentée à son bureau, elle lui a plu, ça c'est sûr et certain. Par contre, il a mis un veto dessus de tout de suite, et je pense qu'il a décuplé sa façon d'être avec elle, justement parce que elle lui plaisait beaucoup aussi physiquement. Oui, c'est un apprentissage. Et Corentin et Fleur, Corentin, il a fallu l'apprivoiser. C'est là où vient Charlie. Et il a reproduit la même chose qu'avec sa nièce, en fait, avec Corentin. Ils se sont apprivoisés. Par contre, Fleur et Corentin se sont reconnus. Ils ont formé un tout très vite, ces deux personnages-là. Et ça, je le voulais. Je voulais que ce soit assez fort pour que elle puisse ne plus se passer de cet enfant-là, quoi, après. Donc, il fallait que ce soit fort et que ce soit son cheval de bataille ensuite. Vers la fin du roman, tu nous présentes des personnages très spéciaux. Marie-Martine, Jean-Grégoire et Jean-Gabriel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que on est allé au restaurant. J'arrivais à la fin de mon livre et à la table juste à côté, il y avait un couple avec un enfant et c'était eux. Ça a été insupportable tout le temps du repas parce que c'était que ça. En rentrant, j'ai dit, ceux-là, faut que je les immortalise parce que c'était dingue, hein. C'était de la critique, oui. Ah oui, non, mais c'était dingue. Le repas, c'était pas assez chaud. Je crois que elle aurait pu pousser la pauvre serveuse au suicide. C'était insupportable, imbuvable. Et j'ai dit, écoute, ma petite, je vais me faire un plaisir. Il fallait que tu la mettes par écrit pour la sortir Voilà, de c'est ta ça, tête, hein. c'est ça. Ça, c'est un bon exutoire, hein. Des fois, quand les gens vous agacent, c'est très facile de leur prêter une scène un peu rocambolesque ou même totalement stupide. Là, ça fait du bien. La romance s'inspire de la réalité des relations interpersonnelles, sinon ça n'aurait pas de crédibilité, mais généralement l'auteur applique ce que j'appelle le filtre glamour, qui enjolive tout de même les personnages et fait que c'est pas tout à fait la réalité quand même. Toi, tu as choisi de pousser ce filtre glamour à son maximum, en particulier dans la dernière partie du roman où tout se passe à merveille, les petits oiseaux chantent dans la vie de Fleur et Romane. Pourquoi ce choix d'y aller franco plutôt que d'avoir quelque chose de plus nuancé?
Et qui collerait peut-être plus avec la réalité de la vie de couple. Toujours la même chose. Je voulais que tout le long de leur histoire, ça monte palier par palier, qu'ils aillent vers un bonheur absolu. Parce qu'à l'époque, moi j'avais besoin de bonnes nouvelles. Je voulais que tout se termine bien, donc fallait que mon histoire elle soit jolie. Elle soit belle. Je voulais qu'ils aient cette famille construite sur des bases en ruine, mais qui vont tenir, comment dire, que les sentiments vont tenir même plus qu'un château fort. Je voulais quelque chose de solide. Et je voulais surtout montrer aussi le changement de Roman par rapport au début, quoi. Que Roman soit un père exemplaire. Je voulais qu'on le voit plus sensible, puis fier, surtout fier de sa famille, quoi. Ouais, c'est genre Jolivet, ça c'est sûr, parce que bon, la vie c'est pas comme ça. Après, j'ai discuté avec plusieurs lectrices, pas concernant mon livre hein, spécialement. Beaucoup me disaient, ce qui nous manque des fois, c'est quelques années après. Quand l'histoire nous a plu, on aime bien savoir ce qu'ils sont devenus. Voilà, donc je suivais un petit peu le mouvement et puis l'idée, et puis je voulais cette apothéose où ils sont heureux. Un simple mot, ils sont heureux, quoi. Toi qui as atteint le palier du premier roman publié, as-tu des conseils pour les personnes qui aimeraient se lancer dans l'écriture? Si l'histoire vous plaît, si ça vous fait du bien, si vous pensez que c'est solide, faut envoyer. Sincèrement, Après, c'est quoi? C'est un refus. Moi, j'ai eu 2 refus. Franchement, je l'ai pas mal vécu. Ouais. Parce que j'y croyais pas, hein, en fait. Hein, donc, Mhm. je crois que j'ai envoyé ça vraiment par hasard et j'y croyais pas trop. Et puis bon, quand vous avez la bonne nouvelle, vous n'y croyez pas encore. Faut pas hésiter. Et puis il y a tellement de choses à écrire et de faire du bien aux gens, c'est l'essentiel. Quelles sont tes actus, écriture ou salon ou publication? Alors, en septembre, pour le salon Dream Books, normalement, j'ai une sortie exclusive de mon 2e livre qui s'appelle Looking for Her. Ça n'a rien à voir, c'est un road trip à travers les États-Unis pour retrouver une fille et sa mère. Ensuite, j'en ai un 3e en soumission, en 3e et 4e en soumission chez Junot. J'attends les réponses pour le 3e là. Et ensuite, j'en termine un 5e. Là, je suis un petit peu arrêtée parce que entre-temps, j'ai fait une nouvelle avec 8 auteurs on va commencer à faire la cover reveal, tout ça. Donc j'étais prise un tout petit peu de trop. Et là maintenant, je vais essayer de terminer mon 5e livre. Est-ce que tu as prévu une histoire pour Matt, l'ami de Roman que l'on voit dans Last Promise? Alors Matt, je voulais le faire. À l'époque, quand je l'ai envoyé chez Addictive, je savais que Addictive n'était pas fan des spin-offs. Donc j'ai fait une fin dans l'épilogue et à la fin il y a l'histoire de Matt, mais rien n'empêche que je pourrais faire quelque chose. Surtout que ça a quand même été un petit peu dur pour lui pour arriver à séduire sa jeune écossaise. Pour terminer, on est presque en été. Est-ce qu'il y a des romans que tu as lus dernièrement et que tu recommanderais peut-être pour les vacances? Alors malheureusement, j'ai pas beaucoup lu cet été, enfin ces derniers temps. J'ai lu en avant-première parce que je suis une de ses bêtas, Erin Graham, l'héritier des Doyle. J'ai lu aussi celui de Laurence, qui va sortir aussi Gueule d'Ange, et Laurence Chevalier. J'ai lu aussi un qui sort aujourd'hui de V. Estier et Marie Agi, AMM, qui est très bien aussi. Donc sur les trois, c'est 3 bonnes lectures, franchement. Tu les recommandes? Ah ouais, je les recommande, ils sont bons. Merci beaucoup Sia Raven d'avoir donné ton temps pour le podcast. J'ai été ravie de décrypter ton roman et on te retrouve très vite avec tes prochaines parutions.
Bah, écoute, je te remercie pour l'accueil et ça fait énormément plaisir. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de lire des romances feel good. À bientôt pour un prochain épisode.